Bonjour et bienvenue à la présentation du Concilium Akis-Sulis sur la signalisation en cabine, qui fait partie de notre série sur la protection et l'automatisation des trains. Ce cours est destiné aux ingénieurs, opérateurs, consultants et gestionnaires des transports et se compose d'une présentation sous forme de vidéo en ligne qui peut être vue à volonté. Veuillez noter que ce cours est uniquement à des fins éducatives. Veuillez consulter les normes applicables pour obtenir des informations définitives. Il n'y a aucun prérequis pour participer à ce cours. Il est toutefois conseillé de voir la vidéo correspondante sur la protection des trains avant de le faire. Cette vidéo répondra à la question « Qu'est-ce que la signalisation en cabine ?» Elle expliquera ensuite ses motivations et ses défis, ainsi que son lien avec la protection automatique des trains. Enfin, elle présentera les Driver Advisory Systems et expliquera leur lien avec la signalisation en cabine. La signalisation conventionnelle présente des informations au moyen de signaux physiques au sol, visibles aux conducteurs des trains en approche à travers leur pare-brise. Ces signaux peuvent être soit des lumières colorées, soit des bras mécaniques. En revanche, la signalisation en cabine présente des informations à l'intérieur de la cabine du conducteur à bord du train. Les signaux physiques au sol ne sont plus nécessaires à la signalisation en cabine. Mais le concept de signaux existe toujours en tant qu'état-logique au sein de l'enclenchement et en tant qu'emplacement physique depuis et vers lesquels les trains peuvent être autorisés à circuler. On parle alors de signaux virtuels. L'emplacement auquel correspond un signal virtuel peut être indiqué par un panneau physique qui s'appelle repère ou stop marker. La signalisation en cabine a besoin de transmettre en continu des informations entre l'équipement à bord et l'équipement au sol pour agrandir l'autorisation de circulation d'un train lorsqu'il atteint la fin de son autorisation précédente. Sans transmission continue, un train immobilisé à la fin de son autorisation précédente ne pourrait pas bénéficier d'un prolongement à poursuivre sa route. De même, la transmission continue est nécessaire pour arrêter rapidement les trains en cas d'urgence. Sans transmission continue, l'autorisation de circulation d'un train ne pourrait être révoquée que lorsqu'il franchira une balise qui transmet des informations actualisées. La transmission intermittente, assurée par les balises, ne peut pas remplir cette fonction, car un train ne reçoit des informations de signalisation mises à jour qu'au passage d'une balise. On peut utiliser les mêmes moyens de transmission pour la signalisation en cabine comme pour la protection continue automatique des trains. Par exemple, les circuits de voie codés, dans lesquels une tension électrique alternative est appliquée entre les deux rails. Cette tension alternative est détectée par les trains qui passent et est elle-même modulée pour communiquer les indications de signalisation en cabine à ces trains. De longues boucles inductives entre les deux rails peuvent également être utilisées pour transmettre des informations de signalisation de cabine. Il peut également y avoir des câbles rayonnants entre ou fixés au rail. Comme pour l'ATP continu, la radio est généralement la méthode préférée pour transmettre les informations de signalisation de cabine dans davantage de systèmes, car elle nécessite moins d'équipements montés sur la voie. La signalisation en cabine offre plusieurs avantages par rapport à la signalisation conventionnelle. Une principale motivation pour les premières technologies de signalisation en cabine était de permettre aux trains de circuler à grande vitesse. Au-dessus de 200 km/h, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les conducteurs lisent les signaux au sol. C'est pourquoi les nouvelles lignes à grande vitesse utilisent des technologies de signalisation en cabine. Même en dessous de 200 km/h, la signalisation en cabine permet des vitesses plus élevées. C'est parce que la vitesse sur les lignes équipées de signalisation conventionnelle peut être limitée par la distance de visibilité disponible pour les signaux et par la nécessité pour les conducteurs de les voir suffisamment longtemps pour lire les informations qu'ils présentent. Une autre motivation pour la signalisation en cabine est la capacité,
car il y a moins de contraintes sur la longueur des sections de voie. En signalisation conventionnelle, le besoin de voir les signaux suffisamment longtemps pour les lire limite leur emplacement et par conséquent le début et la fin des sections de voie. Une autre contrainte découle de la nécessité de disposer de signaux suffisamment espacés pour indiquer la nécessité de s'arrêter avant une section de voie occupée. En pratique, la distance à laquelle le besoin de s'arrêter est indiqué est souvent bien supérieure à celle requise pour la plupart des trains en raison de la nécessité d'accueillir les trains ayant les distances d'arrêt les plus longues et la nécessité d'un espacement régulier pour éviter d'induire les conducteurs en erreur. Comme un signal doit autoriser l'entrée dans chaque section de voie, la longueur minimale de chaque section est aussi limitée. La capacité est réduite en dessous du maximum théorique, tant par la longueur de la section que par des distances d'indication d'occupation supérieures à celles nécessaires. En revanche, dans la signalisation en cabine, les sections de voie ne sont pas limitées par les contraintes de visibilité et d'espacement applicables aux signaux physiques et peuvent donc être aussi courtes que nécessaires. Les indications du besoin de freiner sont calculées par les trains eux-mêmes en fonction de leurs caractéristiques de freinage spécifiques et donc ne sont pas plus longs que nécessaire. De plus, les informations présentées au conducteur peuvent être mises à jour dès que les sections de voie deviennent disponibles. La capacité peut ainsi être bien plus proche du maximum théorique d'une ligne donnée. Il s'agit d'une motivation clé pour la signalisation en cabine dans les applications de métro qui nécessitent une très grande capacité. Un autre avantage de la signalisation en cabine est la réduction d'équipements au sol qui doivent être installés et entretenus. Ceux-ci comprennent les signaux eux-mêmes, les armoires d'équipements associées, les structures sur lesquelles ces signaux et armoires sont montés, ainsi que les câbles pour alimenter et contrôler ces signaux. Cette réduction d'équipement au sol permet des économies pour le gestionnaire de l'infrastructure et des gains de sécurité pour les employés, car elle réduit le temps que les installateurs, les testeurs et les agents de maintenance passent dans un environnement dangereux au bord des voies pour travailler sur les équipements de signalisation. Bien que la signalisation en cabine présente des avantages par rapport à la signalisation conventionnelle, elle présente également ses propres défis. L'un d'eux concerne l'équipement à bord des trains. Alors que la signalisation en cabine réduit la quantité d'équipement au sol, elle augmente la quantité d'équipement à bord des trains. Les trains doivent avoir des équipements de signalisation pour communiquer avec l'équipement de signalisation au sol, décoder les messages reçus, déterminer leur vitesse et leur emplacement, calculer les courbes de freinage du train et présenter les informations de signalisation au conducteur. L'installation d'équipements de signalisation dans les trains peut être difficile, surtout si les trains n'ont pas été conçus pour cela, pour diverses raisons. L'équipement prend de la place et a besoin d'énergie, les trains doivent être mis hors service pendant l'installation, l'équipement nécessite un entretien supplémentaire et constitue une source potentielle de panne, les conducteurs doivent être formés à la signalisation en cabine et les agents de maintenance doivent être formés à la maintenance du nouvel équipement. De plus, la signalisation en cabine pure n'est possible que si tous les trains en sont équipés et que leurs conducteurs sont formés pour l'utiliser. Un autre défi se pose pour les chemins de fer opérationnels, la migration à la signalisation en cabine. Sur une nouvelle infrastructure ferroviaire, les trains peuvent être équipés et les conducteurs et agents de maintenance formés avant le mise en service. À l'inverse, pour un chemin de fer opérationnel, les défis logistiques liés à l'alignement de toutes ces activités peuvent être profitifs. Par conséquent, des stratégies de migration progressive sont souvent nécessaires. La migration peut entraîner une période d'opération mixte. Sur certaines parties de la ligne, certains trains circulent en signalisation de cabine et d'autres en signalisation conventionnelle, jusqu'à ce que tous les trains soient équipés et les conducteurs formés. Cette opération mixte augmente les coûts et la complexité opérationnelle, mais peut simplifier la migration vers la signalisation en cabine, car elle supprime la dépendance à l'équipement de tous les trains et à la formation de tous les conducteurs. Elle réduit également les risques liés à la migration, car la possibilité de revenir à la signalisation conventionnelle demeure pendant la période d'exploitation mixte. Certains signaux conventionnels peuvent être conservés indéfiniment pour permettre des mouvements occasionnels de train sans les équipements de signalisation en cabine. Techniquement, la signalisation en cabine et les systèmes ATP continus ont beaucoup en commun. La différence essentielle étant les informations présentées au conducteur par la signalisation en cabine, qui n'est pas requise pour l'ATP. Une autre différence est le niveau de dépendance placé dans le système.
Une défaillance de l'ATP ne peut pas entraîner directement une collision, un déraillement. Mais une défaillance de la signalisation en cabine peut en entraîner une, car le train est conduit selon les informations de la signalisation en cabine. Les technologies Driver Advisory System ont certains points communs avec la signalisation en cabine, car ils présentent des informations de signalisation dans la cabine du conducteur. Comme la signalisation en cabine, ils présentent des informations de signalisation en cabine. Cependant, contrairement à la signalisation en cabine, ces informations sont purement indicatives et ne constituent pas une autorisation de circuler. Le DAS est généralement utilisé pour réguler la vitesse des trains afin d'atteindre un ou plusieurs objectifs opérationnels. Ceux-ci peuvent inclure une réduction de la consommation d'énergie et de l'usure en dissuadant les conducteurs à rouler plus vite que nécessaire, une meilleure régulation des services pour combler les écarts ou garantir le respect des horaires, ainsi que des avantages en termes de sécurité grâce à la réduction de la vitesse et de la fréquence à laquelle les conducteurs s'approchent des points de conflit, en arrivant plus tôt que prévu à un embranchement ou à une gare. Les Driver Advisory Systems peuvent être autonomes en réseau ou connectés. Les systèmes autonomes fournissent des informations consultatives aux conducteurs en fonction d'un horaire préconfiguré, de la vitesse et de la position du train. Les systèmes en réseau prennent également en compte les limitations de vitesse temporaire et les mises à jour à court terme des horaires ou des itinéraires des trains. Les systèmes connectés reçoivent des mises à jour en temps réel d'un système de contrôle permettant une régulation dynamique de la vitesse des trains en fonction des conditions du trafic ferroviaire. En résumé, alors que la signalisation conventionnelle présente les informations de signalisation au conducteur via des signaux physiques au sol, la signalisation en cabine les présente dans la cabine du conducteur. La signalisation en cabine a besoin d'une transmission continue des informations entre l'équipement au sol et l'équipement à bord, afin que les autorisations de circulation soient mises à jour et que les trains soient arrêtés rapidement en cas d'urgence. On peut utiliser les mêmes moyens de transmission pour la signalisation en cabine comme pour la protection continue automatique des trains, car ils ont beaucoup en commun. Cependant, la signalisation en cabine diffère de l'ATP en termes d'informations supplémentaires à présenter au conducteur et en termes de dépendance à la technologie. Comme la signalisation en cabine, les Driver Advisory Systems présentent également des informations de signalisation dans la cabine du conducteur. Mais les informations sont plus limitées et ne sont que consultatives. La signalisation en cabine pure n'est possible que si tous les trains en sont équipés et que leurs conducteurs sont formés pour les utiliser. Cependant, l'installation d'équipements de signalisation sur les trains peut être difficile, surtout si les trains n'ont pas été conçus pour cela. La migration progressive à la signalisation en cabine est souvent nécessaire sur les lignes en exploitation afin d'éviter les complexités logiques liées à l'alignement des équipements au sol, des équipements à bord et de la formation des conducteurs et des agents de maintenance. La migration peut entraîner une période d'exploitation mixte sur certaines parties de la ligne. Certains trains circulent en signalisation de cabine et d'autres en signalisation conventionnelle, jusqu'à ce que tous les trains soient équipés et les conducteurs formés. Cette opération mixte augmente les coûts et la complexité opérationnelle, mais peut simplifier la migration vers la signalisation en cabine car elle supprime la dépendance à l'équipement de tous les trains et à la formation de tous les conducteurs. Elle réduit également les risques liés à la migration, car la possibilité de revenir à la signalisation conventionnelle demeure pendant la période d'exploitation mixte. Certains signaux conventionnels peuvent être conservés indéfiniment pour permettre des mouvements occasionnels de train sans les équipements de signalisation en cabine.